rencontré François il y a très longtemps, parce que c'était quand même au siècle dernier. Il avait déjà un chapeau, je crois. Et je me suis posé la question si c'était toujours le même. Donc c'était dans une petite école rurale, et c'était dans une école avec des classes à cours multiples. Et à l'époque, je me posais quand même pas mal de questions, ça faisait quelques années que j'enseignais déjà, sur comment faire pour que tous les élèves rentrent dans les apprentissages. Comment intéresser un peu tout le monde. J'avais assisté à pas mal d'animations pédagogiques, mais bon, c'était pas flagrant. Et quand François est arrivé, donc il a mis en place une classe coopérative, ce qui n'était pas très facile à l'époque dans cette commune, d'ailleurs, plus le voir. Et j'ai tout de suite vu le fonctionnement où les élèves avaient une place différente des autres classes. Il y avait des règles aussi assez claires dans la mise en place de la classe, et c'était une classe très calme. Je crois que moi, ça m'a fait un peu bouger, ça m'a fait me poser des questions. Une chose aussi, c'est que n'essayez pas vraiment de convaincre par des grands discours. Je crois que c'est surtout en voyant ce qui se passait dans la classe que ça m'a fait changer, et que moi, j'ai été vers la pédagogie Freinet. Alors, c'était dans les années 1990. Toi, tu es parti sur Ange Guépin, où avec d'autres, tu as vraiment fait que cette école devienne une école basée sur la pédagogie Freinet. Alors, il faut savoir qu'en même temps, Ange Guépin, ça fait presque 20 ans que ça dure. Ça semble rien comme ça, mais que ça s'institue dans la durée, alors que l'institution ne favorise pas forcément les choses. Ça implique une notion de pérennité. Et je crois que ça aussi, tu as toujours fait attention après au moment où tu pars et que tu sois remplacé par d'autres et que l'idée perdure. Je crois qu'aussi, Ange Guépin, moi, ce que j'ai découvert, c'est que c'était plus simplement la classe coopérative, mais une école coopérative, où les adultes avaient tous un rôle. Disons que les conseils des maîtres à Ange Guépin, ça n'avait rien à voir avec tout ce que j'avais pu voir avant. Il y avait une réelle équipe, les réunions c'était toutes les semaines, et à peu près toute la vie de l'école était étudiée à ce moment-là, et on prenait ensemble les décisions. C'était vraiment complètement nouveau. Je pense aussi que les parents avaient une place réelle. Alors ensuite, toi tu as quitté Ange Guépin puisque tu t'engageais de plus en plus dans la formation, au niveau de l'UFM et puis de la fac. Et puis parallèlement à... Oui, ça a été long, hein, c'est toute une étape. Parallèlement à cette époque-là, toi tu es reparti après sur Saint-Lumine de Clisson pour l'ouverture d'une école publique, là aussi en Sud-Ouest. Ça aussi, c'est pas si simple que ça à faire. Moi aussi, je t'ai rejoint en 2010. Et puis, il y a eu encore en place l'idée d'une école coopérative. Et là, ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait aussi la maternelle. Et donc, montrer que c'est aussi possible avec la maternelle. Alors, il y a eu un moment plus dur, c'est que c'était aussi les époques des évaluations. Et donc, les rapports que tu as eus avec l'institution étaient assez difficiles à l'époque. Évaluation dont on ne parle plus du tout parce qu'on n'a jamais su la valeur qu'elles avaient au niveau scientifique ou quoi que ce soit. Enfin, c'était la Bible à l'époque. Donc, comme tu ne faisais pas passer, enfin, tu faisais passer partiellement les évaluations, comme nous, hein, mais on ne les renvoyait pas à l'inspection. Donc là-dessus, tu as été sanctionné par l'inspection académique et tu as perdu le poste de formateur. La dernière idée, c'est le côté où... Alors, je sais pas, on n'en a jamais discuté. Bon, on va vous laisser, hein. C'est que... Assisté à une révélation. Non, mais pendant toutes ces périodes, moi, j'ai toujours remarqué que tu t'étais formé. Tu cherchais toujours à aller plus loin. Et donc, pour apprendre aux autres, je crois qu'il faut toujours, en permanence, être en train d'apprendre et de chercher toujours à aller plus loin là-dessus. Je crois que c'est ce que j'avais dit. Alors moi, c'est pas une histoire du siècle dernier, c'est une histoire plus récente.
parce que ma vie dans le département, elle est plus récente aussi. Alors, en 2002, j'ai fait une petite incursion dans le département, j'étais encore dans le 9-3 à l'époque, et puis j'avais envie de savoir si la nouvelle région allait me convenir, si ça pouvait m'accueillir. Et puis je suis venu passer des vacances en février là, et j'ai demandé à venir à l'école Ange Guépin. Et celui qui m'a accueilli, c'était toi. Voilà, il y avait aussi tous les collègues, mais toi d'abord. Et c'était déjà une belle rencontre. Il y avait des enfants partout, c'était une belle fourmilière. Voilà. Et puis 2002 aussi, c'est l'année où tu es entré à l'UFM, où tu as intégré l'équipe de formateurs de l'UFM. Et quand je suis arrivé en 2003, donc j'avais pris ma décision, je vous ai rejoint, on était 6, il y avait 4 autres copains du groupe, Françoise, Jean-Marie, Eliane, Chantal, apporter la parole frénétique dans ces locaux, comme disait Françoise Claquin ce matin. Et ça a beaucoup compté dans mon installation, c'était bien, ça m'a aidé. Et puis pour moi, c'était aussi, outre un ex-formateur, c'est toi qui l'as dit, tu es aussi un ex-responsable du mouvement national, et tu es aussi un ex-coordinateur des éditions ICEN. Mais là où tu n'es pas ex, c'est que tu es encore l'animateur du réseau de résistance et de désobéisseurs. Et ça t'a valu, comme l'a dit Paul tout à l'heure en 2010, alors que tu étais directeur d'une école qui s'appelle Lucie Aubrac. Je ne sais pas si vous voyez quand même la portée du nom de l'école, quand même, de recevoir une belle lettre de l'IA, vraiment qu'il n'était pas reconduit dans ses fonctions de formateur à l'UFM, qu'il occupait depuis 2002, je vous le rappelle, à cause de, entre guillemets, sa manière de servir. Alors, voilà, vous vous rendez compte, il n'avait pas fait remonter les évaluations nationales, et en plus, il a refusé, écoutez bien, il a refusé une inscription individuelle. Ça faisait 30 ans qu'il était inscrit, c'était la première fois qu'il refusait une inspection individuelle. Voilà, donc pour moi, tout ça, c'est toi, voilà. Et pour moi aussi, l'éthique professionnelle, c'est toi, voilà. Puis si vous avez envie d'en savoir plus sur lui, vous lisez ça, voilà. Et puis vous en saurez un petit peu plus sur lui et puis sur les gens qui ont inspiré son éthique. Voilà. Merci à toi, François. Bon, on est bien parti. Hein. Quel fardeau à porter. Oui, alors juste pour... on a passé assez de temps à présenter, ça va, on démarre. Oui, l'idée au départ c'était de faire, parce que ces idées de conférences n'ont jamais trop plu, vous imaginez ce qu'on en pense de ces conférences. Donc mon idée était de faire une conférence atelier. Le groupe organisateur, que je respecte tout à fait, n'a pas voulu de proposition, l'a adapté, on va dire. Alors j'ai accepté parce qu'en fait le groupe organisateur est suprême dans ce salon. Hein, donc j'ai obéi, pour une fois, au groupe organisateur. Donc on va faire voilà, une petite intervention de ma part, et puis après par contre les copains vont venir de chaque maternelle, élémentaire, second degré, ils sont déjà là, ils sont tous là déjà. Ils sont déjà là. Et donc voilà, on continuera à traiter ça de manière un petit peu pratique, et puis il y a des ateliers qui suivent derrière. Hein. Donc voilà, l'idée, donc je ne suis pas un conférencier, comme de l'ami Sylvain Connac hier soir, hein, je ne suis qu'un praticien qui a fait quelques recherches, tout simplement. Donc voilà, je vais essayer de faire profiter de ces recherches et puis de mes 30 et quelques années de carrière, hein, sachant que aujourd'hui, ce sera sans doute ma dernière intervention dans le 44. Voilà. Hein, donc, d'ailleurs, d'où il y a des problèmes d'orthographe en pédagogie Freinet, voilà, hein, voilà ce qu'ils osent faire. Donc sur ce... Oui, bien sûr, je peux revenir. Ah, d'accord. Ça va être un petit peu différent parce que voilà, je vais essayer de faire profiter de ce que j'ai pu acquérir. Et pour une fois, je ne vais pas commencer par traiter de la place de l'enfant et autres, hein, comme on a l'habitude, mais plutôt de la place de l'enseignant. C'est une histoire qui nous a pas mal tarabusté sur ces dernières années. Donc allons-y. Aujourd'hui, enfin moi j'ai vu sur ces 30 et quelques années de carrière,
j'ai vu une posture enseignante se déliquéfier. Et je voudrais vous alerter aujourd'hui, mais certains le savent déjà, sur cette posture que nous avons à retrouver de mon point de vue. J'ai vraiment cette impression que nous avons perdu toute autorité sur ce métier. Ce n'est pas nous qui l'avons voulu, c'est l'institution qui l'a voulu. Et ça a vraiment été cette évolution que j'ai constatée pendant ces 30 et quelques années. Mais peut-être que ça se déliquéfie déjà depuis pas mal de temps. Donc je pense qu'on a vraiment besoin de retravailler. Alors SP aujourd'hui, LSP, Françoise nous dira, mais il y a vraiment, de mon point de vue, besoin de travailler sur cette première compétence du référentiel de professeur d'école. Donc il y a quelques étudiants qui sont là, qui veulent bien savoir à quoi je pense. Je pense que c'est vraiment cette éthique professionnelle lucide et responsable. Nous ne sommes pas que des fonctionnaires obéissants. Nous avons une éthique professionnelle lucide et responsable. Et c'est sur celle-là que je me suis battu sur ces dernières années avec eux, pour affirmer qu'on a tout à fait autorité sur ce métier. Et que cette institution nous a fait perdre ça. Donc il y a vraiment, à mon avis, un travail à faire sur ces représentations du métier. Quel métier on veut, quelle école, et quelle valeur on va apporter. Donc il y a des choix à faire, alors qui ne sont pas forcément automatiquement, tout de suite, qui se construisent, qui se co-construisent dans les équipes dans lesquelles on se retrouve. Quel choix philosophique on a aujourd'hui? Quel choix pédagogique? Est-ce qu'on veut une école de la compétition? Est-ce qu'on veut une école de la coopération? Est-ce qu'on veut une école laïque? Est-ce qu'on veut une école libéralisée? Les questions profondes de notre école publique aujourd'hui, qui m'apparaissent pas si claires que ça sur un certain nombre d'enseignants. Aujourd'hui, j'en ai fréquenté quand même un certain nombre, et je crois que c'est vraiment une question qu'il faut se reposer sans arrêt, et qu'il faut réaffirmer, et aussi face à notre institution. Donc cette idée de retrouver autorité, on va tourner autour d'un mot, autour de cette intervention, c'est cette autorité qu'on doit retrouver, et donc ça veut dire s'autoriser, devenir auteur. On a beaucoup parlé ces dernières années dans le mouvement Freinet que l'enfant n'était pas seulement un acteur dans l'école, mais devait être un auteur. C'est sans doute ce qui nous a distingués et ce qui nous distingue maintenant de toutes ces pédagogies nouvelles, pédagogies actives que vous connaissez pour un certain nombre. Et donc il y a vraiment cette différence-là qui me semble importante aujourd'hui, à la fois pour l'enfant, bien sûr, je le traiterai tout à l'heure, mais au niveau de l'enseignement. Nous sommes auteurs de notre pratique et nous devons retrouver une autorité sur ce métier. Alors ça, je vais vous le balancer sans arrêt parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose que je vais décliner un petit peu après, mais qui me semble aujourd'hui sans doute répondre à un certain nombre de questions qu'a posé Sylvain hier soir sur cette fameuse inégalité de notre école. On se rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, on a un constat aujourd'hui catastrophique sur le classement des 65 pays qui ont été étudiés au monde. Nous sommes dans le taux d'inégalité, le premier étant évidemment le pays le moins inégalitaire, vous voyez à peu près où ils peuvent se situer. On est le 64e. C'est tragique. Et pourtant, c'est nous qui contribuons à ça. Ce n'est pas nous directement, parce qu'évidemment, ce ne sont pas nos valeurs au départ. Et pourtant, on continue à contribuer à cette école inégalitaire. Donc, de mon point de vue, il est temps de réagir. Alors, évidemment, je ne vais pas citer beaucoup de personnages, mais évidemment, je vais citer Freinet. Merci Claude de nous balancer de temps en temps des messages, des archives de Freinet sur quelques textes. Et celui-là, je l'ai gardé, comme quoi tu es lu. Je vais vous lire celui-là, il est valide. On parle toujours de praticien-chercheur. On aime beaucoup ce mot-là, parce qu'on cherche beaucoup. Par contre, on trouve rarement. Alors Freinet nous disait ça. Avant d'entrer dans les conseils techniques que tu attends, je te dirai encore ceci. Évite de considérer que tu as maintenant ton bâton de maréchal, que tu as appris à faire la classe et que tu n'auras plus qu'à suivre la filière, leçon, manuel, devoir, punition, attendre de l'heure qui va sonner, attendre du jeudi, du dimanche. Bon, ça a changé, c'est mercredi et le samedi. Si tu acceptes cette passivité, tu es perdu, car tu seras un malheureux dans ta classe et hors de ta classe. Entreprends ta classe avec un incessant souci expérimental. Et le test de cette réussite sera l'enfant. Mesure à sa compréhension, à son goût du travail, à son allant, à sa passion de l'école et de la culture ta propre réussite. Voilà, c'était pour démarrer.
Donc voilà, hein, je vais tourner autour de cette posture hein, que nous avons vraiment à reconstruire et à conforter. Alors excusez les images, hein, certaines sont très provocatrices, hein, mais vous voyez que c'est un peu, sur ma première partie, c'est un peu ce que je veux faire, vous avez bien compris. Hein? Pourquoi reconstruire une pratique? Parce que nous n'avons été que, il me semble que nous avons été déstabilisés sans arrêt depuis ces dernières années. Alors évidemment par notre institution, par nos inspecteurs bien sûr, hein, qui, rappelons-nous, hein, nos inspecteurs ne sont là que pour faire passer, ne sont qu'une courroie de transmission. Hein. D'ailleurs, une petite anecdote que j'ai déjà racontée sur mes entretiens avec l'inspecteur d'académie, qui me rappelait, parce qu'il avait vu tous les articles que j'avais écrits sur différents médias, qui me rappelait à mon devoir de réserve. Et je lui ai simplement dit que le devoir de réserve n'existait pas pour nous. Sachons-le. Nous avons un devoir de discrétion professionnelle, c'est tout. Lui, par contre, il a un devoir de réserve, et je lui ai rappelé. Comme nos inspecteurs ont un devoir de réserve, parce qu'ils sont effectivement courroie de transmission. Nous ne sommes pas courroie de transmission. Nous sommes là pour nos élèves et pour construire des apprentissages chez nos élèves. Point. Hein? Et ça, ne l'oublions pas. Hein? Je sais qu'on est beaucoup préoccupés, hein, et on l'a beaucoup entendu depuis le début du salon, hein, sur les programmes, sur voilà, les demandes et les injonctions paradoxales de l'institution. Hein? Voyons ce que l'institution dit aujourd'hui, par exemple dans le socle commun, sur les évaluations. Regardons ça. Injonction paradoxale. Il y a 2 ans, ils nous embêtaient sur ces évaluations nationales, qui ont été aussitôt abandonnées des changements ministériels. Par contre, nos sanctions sont restées là. Hein, ça, pas de problème. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Vous avez lu traverser le socle commun, ce qu'ils disent sur l'évaluation. Bon, ben voilà. Hein, ils ne font que reprendre ce qu'on avance depuis des années et des années. Sur le sens même de l'évaluation. Rappelons-nous, l'évaluation, c'est quoi? C'est donner de la valeur. Ça y est, on commence à le savoir. Hein, c'est donner de la valeur. L'école a complètement rendu pernicieux ce terme. Hein, et c'est l'école qui l'a rendu pernicieux. Donc voilà, il faut savoir prendre une distance avec sa propre formation. Et ça, c'est sans doute le plus difficile. Hein, je ne sais plus où j'en suis. Bon, je continue. Hein, ça, a priori, c'est ça toujours. Oui, oui. Savoir prendre une distance avec sa propre formation. La première distance, c'est sa formation scolaire. Nous avons été de bons élèves, globalement. Et là est le problème. Là est le premier problème, vous le savez très bien. Hein, et on a normalement, avec des masters aujourd'hui, nous avons des élèves de plus en plus performants à l'école. Hein. Est-ce que ça fait de bons enseignants? Grande question, toujours. En France, on est toujours là-dessus. Hein. Vous savez que certains pays ont complètement remis ça en cause. Hein, qui avaient fait les mêmes constats que nous sur l'inégalité. Ils ont complètement renversé les choses. En disant peut-être qu'il ne faut pas aller chercher de futurs enseignants intellectuellement pas précoces, mais presque parfois. Hein, mais plutôt voilà, des gens qui ont des connaissances, bien sûr, mais qui ont peut-être autre chose. Des qualités humanistes, des qualités pédagogues, etc. Hein, par exemple. Donc, prise de distance avec sa formation scolaire, mais prise de distance avec sa formation universitaire, bien sûr, et sa formation dans les instituts de formation. Hein, et par ceux qui nous forment en général, hein, qui sont les conseillers pédagogiques et autres inspecteurs. Encore, pour le peu qu'il en reste aujourd'hui, de notre formation, justement. Grand problème. Hein. Et on sait bien que les nouveaux textes qui sont en train de sortir, hein, effectivement, ils vont plutôt, aujourd'hui, dans d'autres sens, mais tant qu'effectivement on ne se ressaisira pas de cette formation, les pratiques resteront exactement les mêmes. Donc peut-être qu'il faut moins parler de progression, de programmation, de séquence, de séance, de motifs, hein, de tout ce jargon hein, dont on nous gargarise, mais peut-être qu'il faut s'approprier d'autres types de postures. Hein. Alors les postures sur lesquelles on a beaucoup travaillé, Sylvain les a évoquées hier, hein, cette fameuse posture de dévolution, d'écoute. Et ça, c'est pas facile pour un enseignant. Vous êtes retrouvés déjà en position de réelle écoute, en oubliant le programme et autres, dans un quad neuf, dans une présentation? Ben, ça vaut le coup d'essayer. On n'est pas capable de le faire très longtemps, mais plus on s'y entraîne, plus on est capable. Et là, on entendra des choses incroyables. Et là, on pourra tirer des éléments.
Peut-être qu'il faut parler aussi, voilà, être un peu plus dans la mise au travail réelle de nos élèves. Hein. Peut-être qu'il faut parler un peu plus d'expression, de coopération, etc. Bon. Avec toujours la prudence que nous a rappelé Sylvain et qu'a rappelé Freinet, on ne lâche pas les mains si on n'a pas assuré les pieds. Donc important d'y aller doucement, parce que quand on commence à tirer le fil de la pelote de l'expression, hein, le fil se déroule très vite. Donc méfions-nous et sachons toujours assurer les pieds quand on démarre des pratiques différentes. Et puis évidemment, ça touche forcément à la relation pouvoir. Alors ça, c'est quelque chose qui est problématique pour les enseignants, parce qu'effectivement, le savoir est très lié au pouvoir. Et pourquoi on a tant de mal à partager ce savoir, peut-être avec nos élèves, c'est sans doute parce qu'on a du mal à partager le pouvoir. Et c'est bien la posture qu'on essaye de poser, nous en tout cas, hein, c'est cette position d'autorité coopérative, de discipline coopérative, hein, qui se construit avec nos élèves. Et puis évidemment, être très clair, non pas sur les programmes, mais sur les savoirs qui sont en jeu aujourd'hui. Et je trouve qu'à ce niveau-là, le nouveau socle commun est plutôt intéressant. Il ne pose pas seulement les programmes, mais justement les savoirs en jeu aujourd'hui, qui sont très transversaux, bien sûr, qui ne sont pas disciplinaires et saucissonnés, hein, les savoirs aujourd'hui, mais qui sont très transversaux. Et je trouve qu'ils sont plutôt bien faits. Attention à ce qui va arriver derrière, parce que forcément, évidemment, on va nous disséquer ça en compétences et autres. Gardons ces savoirs en jeu. Il me semble intéressant. Hop. Ah, celle-là, elle est terrible. Si vous voyez, vous arrivez à lire, d'accord. Bon, ça c'est une petite... Ça y est, ils ont lu. Désolé hein, pour... Bon, sur ce, c'est ma dernière intervention, donc voilà, je me lâche. Vous avez bien compris. Oui, travail en équipe. Alors ça, on se gargarise du travail en équipe hein, depuis des années hein, dans les programmes. Bon voilà, essayons d'investir. Hein. Essayons d'investir tout simplement. Hein, au moins avec ceux qui veulent travailler en équipe. Ne soyons pas... voilà, sortons de cet isolement hein, qu'on nous a créé. Acceptons le tâtonnement social dans un groupe, dans une équipe, dans sa classe, dans un groupe de travail, quand on travaille dans un groupe de travail ou un groupe de recherche. Et moi, je crois vraiment, le principe de formation auquel je crois le plus, c'est vraiment cette idée de co-formation et d'auto-formation. Je crois que c'est là que j'ai le plus appris. Hein, c'est pas évidemment avec toutes les formations institutionnelles et autres qu'on a pu avoir. D'où notre idée, hein, il y a quelques années, hein, de construire, d'élaborer ces contre-animations pédagogiques. Hein. Évidemment. Hein, je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas le même vécu que moi, mais il y a longtemps que j'ai abandonné les animations pédagogiques. Parce que globalement, elles ne sont pas sur les choix fondamentaux. Vous avez vu des animations pédagogiques récemment sur les grandes problématiques d'aujourd'hui, hein, de l'école, de la difficulté scolaire, l'hétérogénéité, l'autorité, toutes les grandes problématiques. Non. Bon, moi, je n'en ai pas vu. Alors, on a décidé, il y a quelques années, de construire des contre-animations pour travailler ces grandes problématiques de l'école, et notamment les inégalités scolaires. Bon, voilà. Et à quel point on est rendu. C'est tout à fait scandaleux qu'on ne propose rien sur ces problématiques-là. Donc, voilà. Tu trouveras, mais ne cherche pas seul, c'est désespérant et inefficace. Sachez-le, c'est facile de trouver un collègue, même s'il ne travaille pas avec vous. Internet, paraît-il, marche bien, donc on est là, on se voit et on travaille, mais on travaille sur la pédagogie, on ne travaille pas sur les récurrentes souffrances au travail, les récurrents désespoirs par rapport à des enfants qui n'apprennent pas. Travaillons vraiment sur qu'est-ce qu'on doit construire dans nos classes, qu'ils apprennent et qu'ils apprennent tous. Et puis je vais finir cette partie-là. Voilà. Bah ouais. Sommes-nous de simples exécutants ou voulons-nous devenir des véritables acteurs de l'école, des véritables auteurs de l'école hein? Et c'est vraiment cette question-là qu'il faut se poser.
nous sommes, à mon avis, devenus des simples exécutants. On a voulu qu'on devienne des simples exécutants. Sachons nous réveiller, tout simplement. Alors voilà, on a beaucoup entendu parler d'obéissance du fonctionnaire. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est la première partie du référentiel. Hein? Rappelez-vous, hein, on est au service de l'État et on a une éthique professionnelle lucide et responsable. Hein? Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut axer notre résistance parfois, notre désobéissance quand il faut. Hein? Nous ne sommes pas de simples exécutants. C'est clair. Hein? Toutes les réformes qui arrivent, il faut les regarder en fonction de nos valeurs et de ce que ça va apporter à nos élèves. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je la regarde. C'est pour ça que ces histoires de fichage, de traçabilité des élèves, d'évaluation, je les ai refusées, tout simplement. Il faut arrêter de subir cette espèce de pseudo-formation. Voilà. Et puis le conformisme des pratiques que j'ai appelé le formatage programmatique. Voilà. Les programmes, et en plus des programmes, il faut des progressions. Et même des programmations. Non, c'est pas comme ça que les savoirs se construisent. C'est faux. Tous les chercheurs aujourd'hui le disent. Voilà, retrouver son autorité, voilà, donc l'éthique responsable et lucide, un enseignant qui retrouve l'autorité sur son métier. Alors attention, retrouver l'autorité sur son métier, c'est pas forcément faire comme nous et désobéir. D'accord, hein? La première résistance, et j'ai souvent évoqué avec des jeunes qui venaient me voir et qui me disaient, mais on trouve super votre lutte, mais moi je ne peux pas faire ça. Mais je dis, va surtout pas, nous c'est notre devoir d'y aller. Hein? Parce qu'on a pris cette distance maintenant avec l'institution. Mais quand on est jeune enseignant, ben la première chose, venez pas avec nous, c'est pas la peine de désobéir, vous avez une carrière qui vous attend. Mais ouvrez-la, ouvrez, c'est la parole, le premier niveau de résistance aujourd'hui, c'est la parole. Osez dire dans un conseil d'élèves que non, je ne suis pas d'accord avec cette réforme. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça, c'est le premier niveau de résistance. Hein? Et on peut appliquer les réformes derrière. Mais on dit pourquoi on applique les réformes, c'est pour ne pas être sanctionné, tout simplement, et pour avoir trop de pression, parce que on pense à soi d'abord. Voilà, ça c'est la première chose. Hein? Donc il n'y a pas besoin de désobéir et de résister comme on a pu le faire. Important hein, pour bien situer les choses. Le deuxième niveau, c'est la résistance, on va dire, passive. Ok, vos évaluations, je vais les faire, ne vous inquiétez pas. Hein, et on les fait à sa sauce. Et il y en a plein qui ont fait ça d'ailleurs. Il y a eu des analyses de résultats avec des évaluations complètement faussées. On sait très bien. Hein, parce qu'il fallait faire, vous savez, vous rappelez, hein, c'était chronométré 2 minutes pour faire tel exercice. Il y a plein de collègues qui ont fait 5 minutes, 10 minutes, ils ont laissé le temps, etc. Voilà. Et c'est ça la résistance passive. Être personnalisé le soir pour les faire écouter. Ok, ouais, je vais le faire. Et puis j'ouvre ma classe à tous les élèves qui peuvent venir, qui ont envie de venir. Et voilà, je l'ai fait. L'institution est contente. Et moi, je peux encore me regarder dans un miroir. Hein, tout simplement. Et puis on peut aller jusqu'à la désobéissance qu'on a fait avec un certain nombre. Hein. Voilà, ça c'est on va dire, le dernier niveau de résistance. Sachant qu'on paye des vrais pots cassés hein, dans ces résistances-là. Hein, on a beaucoup de collègues, enfin des collègues qui ont démissionné quand même, hein, ils sont partis en dépression, etc. Donc attention, on se préserve toujours hein, dans ces histoires. Se réapproprier sa formation. Et oui, il faut se réapproprier sa formation. On a plein de moyens aujourd'hui de le faire. Hein. Demandons à nos inspecteurs des remplaçants pour aller se visiter. On a déjà constitué le centre, c'est un droit à la formation. On nous a enlevé complètement ce droit. Hein. Construisons nos formations à partir de ce qu'on a envie de travailler. Arrêtons de subir et de s'inscrire dans ces fameuses heures de formation. On sait très bien que ce n'est pas en 12 heures dans une année qu'on va continuer notre formation continue. Hein, bien sûr. Voilà, une école des valeurs, de la pensée libérée. Peut-on y croire? Donc enseigner et éduquer, c'est apprendre à s'autoriser à créer. Je vous rappelle que la bande dessinée est toujours en vente. Ça, c'est mon Roland de responsable des éditions, quand j'y étais. Alors, je vais finir. Je n'ai pas souvent montré des vidéos. Je vais vous montrer quelques extraits de vidéos, mais alors tout à fait particuliers, hein, qui sont un peu différents de ce que j'ai pu montrer par ailleurs. Donc, vous m'excusez parce que je ne suis pas un conférencier, donc je ne suis pas un adepte des... Je vais vous faire ça assez vite quand même, je pense, parce que c'est là décalé. C'est un film qui fait sur... vous l'avez peut-être vu, c'est un film grand public,
le maître qui laissait les enfants rêver. Ça vous dit quelque chose? Hein, c'est un film grand public qui voulait raconter la vie de Freinet, bon, avec un peu de fiction, mais les amis de Freinet avaient travaillé avec eux, hein, c'est-à-dire qu'ils s'étaient basés vraiment sur des éléments historiques. Et donc, voilà, je vous ai pris un petit extrait que je trouve tout à fait intéressant par rapport à ce que je viens de dire. Voilà. Ça va marcher. Tu vas aider Nénette à installer le pique-nique et puis toi tu vas chercher. C'est ton pilote qui t'apporte des nouvelles? C'est comme ça que je cherche le panier. Ce maître, c'est un ravi, hein. Faire des journalistes de gosses, ça va peine écrire. Toujours un génie, oui. Tu sais pas quoi? Lulu écrit et lit à la maison maintenant. Il y a même des fois, je me surprends le mise en journal. À le lire. Tout ça, ça me parle, vrai maître. Le père Marteau, autrefois, quand t'allais aux oiseaux plutôt que de bailler à l'école, il savait te remplacer la tête d'une pierre de taloche. De quoi tu te plains? Depuis qu'il a plus, ton fils fait plus l'école buissonnière. Il s'intéresse. Moi, je trouve que c'est bien leur petit livre. C'est bien qu'ils les vendent au village. C'est plus drôle que les voir. Puis ça fera des sous pour l'école. 10 centimes, c'est pas grand-chose. Dis-moi, mon petit père, comment ça se fait toutes ces lettres? Hier, c'était jeudi. Je suis allée à la voir. Bien, le voilà maître d'école maintenant. Dis, putain, t'es donc pas ton pied au bas. Mais laissez-les tranquilles. Pas deux, c'est apprends-moi. Tu entends mon vieux aller à l'école? Mais je ne peux pas être ton maître. Tu es ma mamie. Et alors, apprends-moi. Ce sera le plus beau cadeau de ma vie. Ne touchez pas, sûrement pouvoir regarder les consignes pas faire ce qu'il Monsieur le maire, Barre a la chance d'avoir un jeune maître passionné par son métier. De plus, la pratique est en conformité avec les instructions ministérielles, il manque que l'on fasse confiance à la curiosité de l'enfant. Ça se trouve de quoi les insectes à la mer? Insectes, c'est bleu, ballot. Moi aussi, pour partir sur la primaire à l'école que je peux lire dans l'école d'identité. Un bulletin professionnel par tous les instructeurs. J'apprécie cette idée de laisser l'enfant imprimer ce qu'il a envie de dire, et cela avant même qu'il ne sache lire et écrire de sa main, bien sûr. Je connais qu'une fois passé l'effet de la nouveauté, les élèves se lassent de leur n'en faites pas. J'espère mieux. Alors, monsieur le directeur, vous allez vous y mettre, vous aussi, à l'imprimerie? Oh, faut changer d'anecdote, il faut une impatience que je dépouille, non. Mais ces articles sur l'imprimerie à l'école, parus dans la presse syndicale, ont suscité énormément d'intérêt chez tous nos jeunes collègues. C'est vrai que beaucoup m'écrivent pour avoir des précisions. Et vous prenez le temps de leur répondre? J'essaie. Ok. C'est le même inspecteur qui, quelques mois plus tard, suite à la pression de parents, va révoquer Freinet. Celui-là. Hein, vous voyez? Et c'est le même maire qui montera la cabale contre Freinet. Hein, et Freinet devra ensuite se déplacer et ensuite monter son école. Vous voyez? Injonction paradoxale. Bon, voilà, c'était un film à revoir. On continue. Deuxième axe que je voulais présenter, c'est... Eh oui, c'est pourquoi elle va le faire. Hein, c'est pourquoi. C'est peut-être pour apprendre à penser, peut-être qu'on a oublié ce genre de choses. J'ose affirmer effectivement aujourd'hui qu'effectivement on a oublié ça. Alors on va tourner autour là aussi du terme d'auteur. Donc évidemment un enfant auteur, ben oui, c'est mieux pour apprendre à penser. Hein.
Donc je vais redétailler plus loin, hein. C'est s'exprime, communique, tâtonne, recherche, apprend, identifie les enjeux de son travail. Ça rebondit un petit peu sur ce que disait Sylvain hier, sur cette histoire de primarisation et de secondarisation. Hein. Il ne suffit pas qu'il s'exprime, communique, tâtonne, etc. D'accord? Un groupe auteur, et oui, qui écoute, qui critique, qui conseille, qui coopère, qui construit cette culture de proximité. Hein, ce fameux patrimoine de proximité, hein, qui nous semble, enfin, c'est une notion qui est retravaillée aujourd'hui grâce à notre laboratoire de recherche au niveau du mouvement Freinet, qui est tout à fait pertinente de mon point de vue. Hein. On est toujours nous, en train d'essayer de déverser des savoirs, les fameux savoirs de notre patrimoine universel. Hein. Et on en oublie très souvent, évidemment, voilà peut-être une des explications des inégalités scolaires, c'est qu'on oublie le patrimoine de proximité de nos élèves, en particulier les élèves les moins favorisés. Donc il faut retravailler sur ce patrimoine, et ensuite notre but sera effectivement de faire des liens et des passerelles, de tisser des liens pour aller vers ce patrimoine universel. Mais n'oublions pas le patrimoine de proximité. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de construire dans nos classes avec ce groupe auteur et ces info-auteurs. Évidemment, l'enseignant-auteur, mais ça je l'ai déjà expliqué, sauf que là c'est plus du point de vue de la classe. On engage des expressions, on engage la communication, on engage la coopération, et c'est pas toujours simple. Hein. On écoute et on essaie de construire ces liens. Donc voilà, voilà, vous avez un point neuf, là, hein, le petit moment de temps du matin, qu'on détaillera un petit peu plus loin si vous voulez. Voilà, on observe un petit peu ce qui a été apporté au point neuf. Hein. Ça sera l'occasion de travailler par exemple sur les fossiles. Hein, c'est ce qui a été porté ce matin-là. Et puis voilà, c'est abouti à une recherche et à une présentation de pré-recherche. Et ensuite à une formalisation ensemble, avec l'enseignant, effectivement, de cette histoire de fossiles. Voilà, création mathématique, hein, construction de cubes. Vous connaissiez le groupe auteur, ben voilà, le groupe auteur hein, qui construit un journal, là, par exemple. Hein, un groupe auteur qui construit des règles à côté, même chez les petits. Hein, dans un conseil, un temps de parole, et puis là, un travail de groupe, a priori, en géométrie, pour construire un certain nombre de choses. Et l'enseignant-auteur. Bon, c'est pas toujours lui hein, qui tient les feuilles. Eh oui, retrouver la place du désir. Alors là, je vais évoquer mon copain Yves Fradin qui est rendu à La Réunion, mais qu'est-ce qu'il a pu nous rabâcher avec ça? Bon, il est rééducateur maintenant, alors, évidemment, mais il nous apporte ce regard. Hein, on a complètement oublié cette idée-là. Retrouver la place du désir. Désir d'apprendre. Et la fameuse place à l'émotion. Alors ça, je l'ai inscrit suite à nos réunions départementales où j'ai essayé d'être à l'écoute dans la dernière réunion de ce qui se disait. Et ça, c'est énormément évoqué par nos collègues de maternelle. Et c'est essentiel, et on l'oublie. Et voilà, c'est un honneur à tous les collègues de maternelle qui, encore, dans leur classe, n'oublient pas cette part-là. On est là pour former des personnes, on n'est pas là pour former que des élèves, hein, malgré ce que nous dit l'institution. Et puis la motivation comme moteur essentiel, on parle bien de la mobilisation là aussi, on parle bien de ce que vous évoquez Sylvain aussi, hein, cette idée de mobilisation, que certains autres mots pompeux nous parlent de motivation intrinsèque, celle qui vient de soi. Nous, on est habitués à l'école à toujours trouver des moyens extérieurs hein, pour amener un peu de motivation, des projets et autres. C'est ce qu'on appelle la motivation extrinsèque. C'est pas celle-là qu'on recherche avec l'enfant auteur et l'auteur. C'est celle qui vient de soi. Voilà, alors pour ça, pour mobiliser, ben voilà, faut essayer de donner dans sa classe hein, quelques possibilités de choix. Alors, les possibilités de choix sont multiples, hein, ça peut être sur des contenus, bien sûr. Je ne vais pas détailler tous les outils qu'on a parce que ça serait fini, mais ça sera le rôle des ateliers et puis des copains par la suite. Hein, mais voilà, c'est là que ça se joue et c'est surtout ce que vous voyez sur les tables dans le hall, hein, tous les outils qu'on a pu construire depuis le début de ce mouvement hein, coopératif. Voilà, donc choix de contenu, choix d'organisation, choix de méthode, choix même d'affinité. Hein.
Voilà, favoriser les perceptions de progrès, ça paraît... Ah, ça rigole. Ah oui, bon, je m'excuse pour les pauvres méthodes de lecture. Voilà, personnalisation, individualisation du travail. On a clarifié un peu ce terme-là hier soir. Hein, on va parler de personnalisation maintenant. Hein, voilà, l'évaluation de outil de valorisation. C'est vraiment cette idée première de l'évaluation, hein, de donner de la valeur. Et puis la mise en valeur des expressions. S'éduquer, donc c'est apprendre à s'autoriser à créer. Un petit extrait vidéo. Cette vidéo-là, alors je m'excuse pour ceux qui étaient déjà en contre-animation, je l'ai montrée. Je l'aime bien parce qu'elle explicite bien les choses quand même. Le renversement radical de la pédagogie Freinet. Ça vient du Nord, hein, nos copains qui ont monté l'équipe Freinet dans le Mont-Saint-Mareuil, dans la bande lilloise, hein, une école qui a été observée, une équipe qui a été observée pendant 5 ans par 10 chercheurs, qui a abouti à un bouquin qui est là d'ailleurs, je crois. Hein, qui est absolument impressionnant sur justement les... Et aujourd'hui, effectivement, dans le monde universitaire, on l'ouvre un petit peu moins contre la pédagogie Freinet depuis qu'est sorti ce bouquin. C'est étonnant. On reconnaît même les valeurs parce que voilà, il a fallu une preuve scientifique à un moment pour prouver nos pratiques. C'est parti, normalement. L'entretien du matin, qu'on appelle le quoi de neuf, parce qu'il y a une question rituelle, c'est quoi de neuf ce matin? C'est un moment important où les enfants vont ramener, apporter, dire des choses pour lesquelles on va rebondir, on va répondre pour entrer dans les apprentissages. Moi, je m'amusais avec le du Maroc et c'est mon père qui l'a acheté quand il est parti au Maroc. Ce matin, Marianne nous parle du Maroc, on ramène un objet. J'ai une lecture qui peut être une lecture géographique de l'événement, en disant quelle est la géographie de la France et quelle est la géographie du Maroc. Donc en prenant cet événement, on va nous le raccrocher à une partie du programme qui, par la même, viendra pour l'enfant naturellement de lui, mais qui pour nous, en tant que méthode d'apprentissage, va nous permettre de raccrocher ce savoir à un savoir qui est exigé par l'école. Ça fait déjà plusieurs années que je l'ai. J'ai eu un anniversaire de l'année dernière, mais voilà. Dessus, il y a beaucoup de musique, Bob Marley, et voilà, j'en ai d'autres, mais je ne me souviens plus. Encore tellement marqué des questions. Alors, il y a combien de gigas? 2 ou 3? Tu as dit il y a 1 gigaoctet, c'est ça? Ou 2 gigaoctets? 2. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est 1 kilo, c'est 1 kilo? Quand on dit 1 kilo-octet, c'est 1000, les gars, c'est 1 million, puis 1 milliard, voilà. Et puis ainsi de suite. Voilà. Donc là, si on a 2 gigaoctets, ça veut dire qu'on a 2 milliards d'unités pour mettre dans la maison. Oui. Sortir du vécu des enfants. Voilà, je continue. Hein. On a eu l'accent du Sud hier, et là on a l'accent du Nord. C'est pas mal aussi. Hein, ça contrebalance. Un enfant qui a produit quelque chose, il a envie de le présenter. Et tous les jours, on est surpris même, nous-mêmes, tous les jours les enfants s'inscrivent en présentation parce que le travail, il prend un sens pour eux parce qu'il est reconnu dans la classe, il est donné à la classe. Et donc il a envie de l'y revenir. On passe à Marie, elle va vous présenter ce texte. Si seulement j'étais grande pour donner des ordres à mes frères. Si seulement j'étais une rose pour que tout le monde m'admire. Si seulement j'étais une cuisinière pour préparer des plats délicieux. Si seulement j'étais une maîtresse, je pourrais mettre des remarques à tout le monde. Si seulement j'étais présidente, les magasins seraient gratuits. Comme ça, tout le monde sera content, même les pauvres. Et vous, que feriez-vous? J'ai une idée à partir d'un texte, enfin à partir d'un livre.
du mini-Riven, elle est venue dans notre classe, donc elle a fait un livre, c'est le nom de son livre. Et ce livre, j'ai beaucoup aimé. Donc, en partant d'un événement, un enfant peut prendre le sujet et aller plus loin. Donc en faire un sujet d'exposé, puis de conférence. Je vais ensuite pouvoir, moi, donner des informations supplémentaires que les enfants n'ont pas. Par exemple, sur la classification des animaux, sur les modes de déplacement, les modes de reproduction, sur un écosystème, etc. Tous les travaux individuels vont revenir dans le creuset coopératif de la classe et vont construire cette culture de classe, le patrimoine culturel de la classe. L'objectif, c'est effectivement de rendre les enfants autonomes dans leur travail, à la fois dans le travail lui-même et dans la manière de vivre dans l'école. Et c'est ce facteur travail, c'est-à-dire remettre le travail au centre, mais un travail émancipateur, libérateur, c'est certainement ça qui a le plus pacifié l'école. Le reste relevant de la construction commune des règles qui sont nécessaires mais qui permettent le travail. Donc il y a une demande de vote. Intéressant ce rapport au travail. Tous ceux qui nous critiquent sur le fait qu'on ne travaille pas dans nos classes. Hein, voilà un discours tout à fait intéressant. Et c'est, voilà. Sauf que chez nous, effectivement, c'est plutôt du travail libérateur et émancipateur. Et évidemment, c'est pas tout à fait pareil. Je continue. Je finis mon troisième axe que je voulais vous présenter. Hop, voilà. Le milieu. Il faut penser le milieu. C'est un peu là-dessus que j'ai travaillé un peu plus dans mes recherches, sur cette construction du milieu, qui est si symptomatique de nos classes. Alors, il y a plusieurs aspects dans ce milieu. Il y a l'espace, bien sûr, auquel on pense tout de suite. Quel espace on veut, quelle disposition, c'est les premières questions qui se posent quand on arrive dans une classe. Ça va tout induire quand même. C'est pas anodin. Et on peut en changer, on peut en reconstruire, on peut revoir ça avec le groupe. Tous les choix ne se font pas dès le départ, bien sûr. Qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'ils puissent se voir, on veut qu'ils puissent circuler, on veut qu'ils puissent se déplacer, on veut qu'ils puissent parler ensemble, on veut qu'ils puissent travailler ensemble. Donc il y a des choix. Donc la classe autobus, effectivement, ça ne nous convient pas forcément. L'estrade, bon ça y est, ils ont disparu. C'est pas forcément la meilleure posture pour aider les élèves. Donc voilà, on veut que les savoirs circulent, on veut un milieu riche en construction permanente, et ben voilà, ça veut dire des choix. Alors, les espaces de maternelle sont quand même assez incroyables, vous voyez, à gauche là, voilà, là, on n'a pas trouvé mieux. Et comme l'enjeu de l'intervention, c'était de la maternelle à l'université, à chaque fois, quand j'étais avec mes étudiants en sciences de l'éducation, je leur faisais observer leur milieu, le pauvre milieu de l'université, de leur salle de classe. C'est catastrophique à l'université. Catastrophique. Alors je me souviens à l'UFM aussi, sur impossibilité d'afficher, par exemple. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, Françoise. Mais impossibilité d'afficher. Comment construire un milieu pour des étudiants, des stagiaires? Alors si, il y avait un panneau, vous savez, juste un panneau. Il y a quelques affiches. Mais ça se construit un milieu d'apprentissage, à mon sens. Et ça devrait commencer par le milieu de formation, bien sûr. Le temps. Deuxième point sur le milieu, construire le temps. S'approprier le temps. Alors ça commence à venir, l'histoire de visualiser son emploi du temps, enfin pour nous, pour tout le monde, pour le groupe. Pour qu'il soit auteur, il faut visualiser un maximum de choses, il faut s'approprier l'emploi du temps de la semaine, l'emploi du temps de la journée, le faire vivre, cet emploi du temps, il est présenté, il est analysé tous les jours, on en fait le bilan en fin de journée. L'alternance des temps, pas seulement les temps collectifs en classe, les temps de travail de groupe, les temps de travail personnalisé ou autre, mais aussi les temps d'entraînement, les temps d'apprentissage, les temps de transfert, les temps de recherche, les temps de tâtonnement. C'est là-dessus qu'il faut jouer. Alors
Alors surtout aujourd'hui, nous devons reconsidérer un peu nos emplois du temps avec cette semaine bouleversée, changée. Il faut réfléchir encore à cet agencement du temps. Et mettons de côté un petit peu les recherches qui nous disent qu'à 6 ans, on a 20 minutes d'attention et qu'à 7 ans, on en a un petit peu plus, etc. Ça, c'est des recherches en labo. On constate tous les jours dans nos classes que c'est pas vrai. Que des enfants mobilisés dans un projet, dans une classe, même s'ils ont 6 ans, ils peuvent tenir plus de 20 minutes. Et parfois, à 10 ans, ils se mobilisent que 5 minutes parce que le projet les intéresse pas. L'activité les intéresse pas. Alors voyons, les recherches sont intéressantes, c'est mon côté parfois universitaire. Les recherches sont intéressantes, il faut les avoir, mais il faut savoir relativiser avec ce qu'on constate dans nos classes. Et puis la durée dans l'apprentissage. Évidemment, aujourd'hui, l'institution nous dit arrêtez de faire redoubler. Mais c'est pas arrêter. Vous voyez ce qu'il y a derrière. C'est des économies qu'ils cherchent. C'est pas ce qu'on dit depuis des années, des décennies, qu'effectivement ça sert à rien de faire redoubler. C'est pas pour des questions d'économie. C'est qu'il faut de la durée dans l'apprentissage. Tout simplement, tout le monde le sait aujourd'hui. Il faut de la durée. Il faut arrêter de faire redoubler ces gamins en CP. Et on l'a vu, on y a cru en 89 avec la loi d'orientation, l'ancienne. On y a cru avec ces histoires de cycle. Tout de suite, on a constitué ces classes de cycle. C'est une classe multi-âge. On avait déjà commencé avant, bien sûr. Et pour laisser cette durée d'apprentissage, et qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que les enseignants ont fait? Ils ont continué à faire redoubler leurs gamins. Et le redoublement catastrophique du CP, par exemple, on connaît aujourd'hui, qui a été analysé, et bien on continue. Et aujourd'hui, alors évidemment, aujourd'hui, on arrête de faire redoubler. Pourquoi derrière? Est-ce qu'on a donné plus de temps à l'apprentissage? Aujourd'hui, on a toujours des compétences de cycle. Ne l'oublions pas. Arrêtons de regarder ces manuels qu'on a encore tous aussi sonnés. Et puis le dernier aspect, qui est plus un petit peu sur mes recherches, voilà. La classe est un vrai milieu porteur d'un outillage intellectuel. Alors ça y est, je vais commencer les gros mots. Et d'instruments d'action pour tous. Voilà ce que j'ai un peu analysé dans mes recherches, beaucoup autour de l'entraide, bien sûr, et de la coopération. Voilà, ça c'est la valeur de la mise en place d'une organisation coopérative de la classe. On participe, on ne fait pas participer, on s'engage, on se responsabilise. On se confronte, on s'échange, il y a de la parole vraie. La parole qui est parfois difficile à entendre, dans un conseil parfois, quand on se fait remettre en cause. Mais voilà, on est dans la vie, quoi. Donc on se dit les choses. Il faut engager l'entraide. Engager l'entraide, c'est pas juste ce qu'on... Alors c'est déjà l'autoriser. On a parlé du droit à l'erreur hier soir. Il faut d'abord l'autoriser pour que déjà l'entraide existe dans une classe. Et parfois, il faut peut-être pas seulement l'autoriser, il faut la favoriser, il faut l'organiser. Alors c'est ce qu'on appelle l'entraide instituée. On peut instituer de l'entraide avec des réseaux d'aide, avec des tutorats. Alors les diades, c'est le terme savant sur les... C'est les entraides à deux, c'est tout. Il faut des duos. Voilà, vous aurez appris un mot aujourd'hui. Bon, et puis il faut l'organiser, parce que ça ne suffit pas d'engager l'entraide. Alors c'est ce qu'on a repris ce matin un petit peu, Sylvain m'a renvoyé des balles pour cet après-midi, mais c'est ça. C'est organiser l'entraide, c'est la co-analyser ensemble. Ça veut dire qu'il faut former nos élèves à l'entraide. Ça ne se fait pas comme ça. C'est comme l'autonomie. Ça ne s'apprend pas comme ça. Il y a un vrai travail de fond à faire. Nos enfants, ils ne sont pas autonomes comme ça. Il y a eu un travail de fond. Donc voilà, par exemple, ce qui a été isolé dans la classe cette année, voilà. On a repris et chaque année on reprend les choses. Ça ne sert à quoi de s'entraîner? S'il n'y a pas de sens derrière, ça ne sert pas à grand chose. Voilà ce qui a été identifié. Ça, c'est le premier jet. Ça va se construire encore dans l'année. Le dernier jet, il est intéressant parce qu'il comprend globalement tout ce qu'il y a dans l'outil qu'on a édité il y a quelques années avec Sylvain, le fameux fichier d'incitation à la citoyenneté et à la coopération, parce que là, on a identifié tout ce qu'on avait vu pendant des années. Ça, c'est un premier jet. Mais il est drôlement important déjà. C'est ce qu'ils ont identifié, eux, à partir de ce qu'ils connaissaient de l'entraide. Évidemment, il y a déjà une culture de classe, parce que les enfants qui étaient déjà là avant. Et puis dans les classes d'avant, il y a déjà eu l'entraide. Donc ils sont déjà porteurs d'un milieu. Quand on démarre avec un groupe neuf, eh bien, effectivement, il faut sans doute les aider un peu plus. Et on a moins de choses au début. Mais c'est pas grave, ça se construit. Donc voilà ce qu'on a vu par exemple comme élément. Tout à fait essentiel à reprendre. Et à reprendre sans arrêt.
ce qu'on a essayé un petit peu isolé aussi ce matin, hein, c'est, ben voilà, je cherche quelqu'un qui peut m'aider, mais surtout, hein, voilà, alors, comment on agit avec l'aide. Il est clair qu'il y a beaucoup plus de pertinence et d'efficacité quand j'ai confiance en celui qui m'aide. Bon, c'est pas anodin, parce que je vois encore aujourd'hui des enseignants qui mettent de l'entraide en place, mais c'est eux qui décident. C'est eux qui décident parce qu'ils ne veulent que celui qui aide soit compétent dans le domaine. Et forcément, est-ce que la confiance est là entre les deux? Si elle n'est pas là, très peu de chance. Même s'il est très compétent. Bon, voilà, on a isolé comme ça un certain nombre de savoirs, hein, qui sont tout à fait essentiels. Et ça, c'est un fondamental. Quand on parle des fondamentaux. Ça, de mon point de vue, c'est un fondamental. Et c'est là qu'effectivement, on ne peut pas se comprendre avec certains parents, en particulier, et certains collègues, et parfois certains inspecteurs. Et ce sont de véritables instruments d'action pour tous. C'est ça l'enjeu. Alors c'est les fameux, voilà encore un terme issu de recherche aussi, hein, c'est les fameux objets du milieu. Alors ça c'est le terme pompeux pour dire tout simplement ce qu'on utilise dans une classe. Il y a différents types d'objets qu'on a identifiés. Hein. Alors les objets organisationnels, bah oui, bien sûr, ça c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est les espaces de travail, hein, les repères temporels, hein, c'est tout ce qui joue autour de l'espace et du temps. Il faut qu'ils se les approprient, hein, ces espaces-là, pour qu'effectivement ça devienne des instruments d'action pour tous. Et il peut y avoir des espaces de travail différents selon les enfants aussi. Hein. On sait bien que dans notre classe, en général, une classe ne suffit pas. Alors, selon le contexte dans lequel on est, ben voilà, on investit très souvent les couloirs, on investit la salle d'atelier, on investit tout ce qu'on peut dans une école en général. Hein. C'est un vrai problème, on a déjà évoqué ça hier soir sur les problèmes de l'espace dans la classe. Bon, il y a eu des efforts aujourd'hui, une réflexion un petit peu sur l'architecture scolaire, hein, mais on est loin du compte quand même. Hein. Il y a les objets institutionnels, bien sûr, les objets qu'on construit dans la classe avec de vraies institutions, hein, que sont nos conseils, que sont nos différents temps de travail et de parole. Ce sont les règles de travail, bien sûr, souvent élaborées, comme vous voyez à côté, là, en termes de droits et de devoirs. Les règles d'entraide, bien sûr. Hein. Et puis il y en a plein d'autres objets institutionnels, hein, qu'on met en place dans nos classes, qui sont très souvent affichés, qui sont décidés au conseil, hein, qui sont élaborés au conseil. Et puis il y a les objets liés à l'activité elle-même, tous les outils de travail, hein, qu'on va construire au fur et à mesure. On a ciblé hier soir un petit peu le plan de travail, hein, l'outil essentiel du travail, je disais, personnalisé, hein, mais il y en a plein d'autres. Hein, le simple carnet de lecteur, le simple cahier d'écrivain et autres, hein, sont des objets essentiels pour construire les apprentissages et qui ne sont pas si simples que ça, hein, à gérer pour certains enfants. C'est l'idée vraiment de construire des ressources mobilisables qui vont entraîner le pouvoir d'agir. C'est ce qu'on veut en tout cas. Et puis, je finis. Bon, alors ça c'est des choses un petit peu particulières sur l'entraide. Hein. Voilà, hein, les différentes fonctions de l'entraide, mais ça vous pourrez le voir, ça sera sur le site après. Hein. Essentiel, l'entraide, si on la travaille, si on forme, si on se co-forme. Hein. Et voilà. C'est trouver une posture professionnelle qui m'amène d'être auteur, seul et avec les autres. Voilà ce qu'est être enseignant aujourd'hui, au crépuscule de ma carrière. C'est penser l'école comme instrument de pensée. Eh oui, c'est construire un milieu porteur d'un outillage intellectuel pour tous. Vous voulez un petit extrait de film encore pour finir? Allez. Alors celui-là, je suis allé chercher loin. C'est le premier film sur Freinet. C'est l'école buissonnière. Et alors, il y a un moment magique sur la fin, je ne sais pas c'est quand, ce fameux gamin passe son certificat d'études. Hein. Allez, je vous montre, c'est super. C'est tout à fait symptomatique là aussi. Vous avez le droit de discuter. Hein.
Pour récupérer la première. J'arrive. Ouais. C'est quel bruit? C'est le crépuscule, là, c'est... Ah vache. Si, je vais le trouver. Tu commences par là. Allez, j'essaye celle-là. Ça me donnait le droit de vivre et d'être heureux. Oui, mais voulez-vous revenir à la question? La date de la déclaration des droits de l'homme. Monsieur l'examinateur, j'essaie de vous parler avec mon cœur plus qu'avec ma mémoire. C'est la 4e fois que je vous présente au certificat d'études. Il faut que je sois reçu. Pas tellement pour moi, pour les autres qui sont là, qui me regardent, qui m'écoutent. Et derrière ces murs et ces fenêtres là-bas au pays, il y en a d'autres et d'autres qui attendent que je tombe pour que je réussisse. Je sais que je n'ai pas bien répondu à toutes les questions. Mais ce que j'ai compris, je l'ai retenu. Je ne savais pas la bataille d'Azincourt. Mais je sais ce que c'est que les droits de l'homme. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Aucun de nous ne peut être inquiété pour ses opinions. Car la loi n'a le droit de défendre que les actes nuisibles à la communauté. Car la loi est l'expression de la volonté de tous. Car la loi doit être la même pour tous, et quand elle punit, et quand elle protège. Car la loi doit permettre à chacun d'arriver selon ses capacités, sans distinction de fortune. Et cela, parce que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Merci de votre écoute.